Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag. Au menu, plusieurs reportages, dont un grand format que nous avons choisi comme d'habitude pour vous sur la plateforme d'échange des programmes de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. Mais avant cela, commençons par cet événement économique qui s'est déroulé chez nous en Algérie. Il s'agit du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie de Annaba, qui a vu la participation de plus de 80 exposants, dont certains venus du continent africain, sans oublier la vingtaine de start-up qui ont profité de ce salon pour exposer leurs dernières innovations dans le domaine de l'agriculture algérienne qui se développe progressivement et dans le but d'aller à la conquête du marché continental. Compte rendu, Smaïl Belkaïdia. Deuxième salon international de l'investissement agricole et de la technologie d'Annaba s'est clôturé en dépassant les objectifs assignés par les organisateurs. Il y a la participation de 80 exposants, 25 chambres d'agriculture de Wilaya, les ambassadeurs de 10 pays africains. Il y a plus de 10 000 visiteurs. Dans le salon, il y avait des communications très importantes. Il y a aussi des ateliers, même il y a des sessions B2B avec les pays africains, des conventions, des signatures des conventions. Il y a aussi des recommandations à proposer. Et la plus importante proposition, c'est vers la création d'un cluster agricole. La participation de pays étrangers a été l'une des principales satisfactions vu les opportunités offertes par cet espace d'échange professionnel. Nous avons apprécié l'initiative de Agritech Expo. C'est une initiative très louable et très intéressante. Nous pensons que c'est l'endroit approprié pour trouver les bons investisseurs pour le projet que nous envisageons. Et nous envisageons projet de partenariat et d'échange en créant une société au Cameroun mixte entre les Algériens et les Camerounais pour essayer de faire avancer ces trois projets de manière efficiente et rentable pour les deux pays. Ces investissements-là, au début, ils seront à hauteur de $100 000. Ça ne sera que le début. Nous voulons élargir le projet au maximum. Répondre à la demande de nos amis du Cameroun ne fait qu'aller dans le sens du magnifique projet, la zone de libre-échange africaine, à laquelle nous croyons et pour laquelle l'Algérie a un rôle incontournable et très important à jouer. Nous, les chambres de commerce, donc, de notre portefeuille client adhérent qui est très important, nous avons aussi la possibilité de ramener avec nous, à nos côtés, les autres associations patronales. Nous ne ménagerons aucun effort pour répondre à la demande de nos amis du Cameroun, comme nous sommes aussi en mesure de répondre à la demande de tous les opérateurs économiques africains qui croient en le projet de la ZDCAF, projet très important pour lequel les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort et le président de la République en particulier. Après avoir participé l'année passée lors de la première édition, on a eu l'occasion d'avoir un contact avec un certain nombre d'agriculteurs qui nous a permis de développer la culture de tournesol lors de la campagne précédente, 2022-2023. Ça nous a encouragé de participer une deuxième fois dans la deuxième édition. Cette édition nous a permis aussi de faire des contacts avec plusieurs intervenants internationaux de nos chers voisins des pays limitrophes. C'était l'occasion de remercier plus de 120 agriculteurs qui ont pu réussir le programme national pour le développement des cultures oléagineuses. La réussite de cette deuxième édition, notamment avec les partenariats étrangers, sont un signe encourageant pour le prochain salon.
Agriculture toujours, mais en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Lors de la clôture des Journées nationales du chocolat et du cacao 2024, le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, a dévoilé plusieurs mesures en faveur des producteurs ivoiriens, notamment l'extension de la couverture maladie universelle CMU à tous les producteurs de cacao et de café détenant la carte de planteur sans cotisation supplémentaire. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a indiqué une réévaluation des prix du cacao et du café pour la campagne 2024-2025, incluant une hausse de 55% pour le café et 20% pour le cacao. Ces initiatives devraient, selon le ministre, renforcer le soutien du gouvernement aux agricultures. Philippe Akoua, Yannis Saïd Belkacem. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la clôture des Journées nationales du chocolat et du cacao, plusieurs annonces importantes ont été faites par le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani. L'une des principales décisions concerne l'élargissement de la couverture maladie universelle à tous les producteurs de café et de cacao possédant la carte de planteur ainsi qu'à leurs familles. Cette initiative, financée par le Conseil du café cacao à hauteur d'1 milliard de francs CFA par mois, devrait, selon les autorités du pays, améliorer les conditions de vie des producteurs sans qu'ils aient à payer des cotisations. Tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront, leurs familles et eux, de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du café cacao. Par ailleurs, des ajustements notables ont été retenus sur le prix du café et du cacao pour la campagne 2024-2025, fixés respectivement à 1 500 francs CFA le kilogramme de café, soit une hausse de 55%, et à 1 800 francs CFA le kilogramme de cacao, soit une hausse de 20% par rapport à la campagne précédente. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1 800 francs le prix du kilogramme de cacao. À noter que les autorités ivoiriennes ont insisté sur le respect strict de ces nouveaux prix planchers, appelant au renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle pour protéger le secteur contre toute forme de fraude ou de contrebande. Et depuis 2020 dédié à la promotion du consommé local, ceci en vue de permettre aux entreprises locales de grandir et de créer de l'emploi et de la richesse. Cette ambition du gouvernement togolais poursuit son cours normal et pour l'édition 2024, un accent particulier sera mis sur le développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable. Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat, à mettre leur génie créateur et leur savoir-faire au profit de la population, que ce soit dans l'alimentation, dans le textile ou encore dans les inventions. Les produits fabriqués sur place ont pris une ampleur ces 4 dernières années. Pour la 5e fois consécutive, le mois d'octobre sera encore dédié à la promotion de ces produits made in Togo. Quand on parle de consommation, il faut qu'il y ait de la production. Et il faut qu'il y ait de la production de qualité. Aujourd'hui, le commerce mondial a été marqué par un certain nombre de ruptures. Pendant la crise sanitaire du Covid-19, nous avons tous vu les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Et ça nous a permis de voir toute la quintessence, toute l'importance de la production, de la consommation locale. Tous ces éléments nous amènent à repenser notre stratégie. Quand vous parlez de consommation locale et de production locale, il faut bien que les différentes parties prenantes acceptent de jouer le jeu. Si vous n'avez pas les producteurs dans nos champs, etc., il n'y aura pas de consommation locale. Si vous n'avez pas les transformateurs, il n'y aura pas de consommation locale. Consommer local, c'est une déclaration d'engagement. Une déclaration d'engagement envers nos producteurs, une déclaration d'engagement envers nos PME, PMI. Et c'est la préservation de l'environnement, de la santé publique
de notre culture. La consommation locale ne se limite pas seulement aux produits alimentaires. Il faut également promouvoir les industries locales, ce qui signifie le choix du thème de l'édition 2024 qui met un accent sur le développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable. On peut se poser la question, on va parler de la consommation locale, mais pourquoi la thématique est plutôt liée à l'industrie? Si vous voulez parler de la consommation locale, c'est la consommation qui alimente l'industrie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs togolais, que je remercie au passage, qui ont accepté de jouer le jeu. Dans le domaine de la filière avicole, vous avez des opérateurs togolais qui ont investi massivement pour élever, pour produire de la volaille. Nous avons des opérateurs qui ont investi dans la production de riz pour pouvoir nous mettre à disposition des riz d'aussi bonne qualité que les riz importés. Vous avez la même chose également dans le domaine de l'élevage des poissons. Il faut qu'il y ait de la consommation pour alimenter cette production industrielle. On est en train d'accompagner les producteurs pour qu'ils puissent avoir des produits de qualité qui puissent répondre au plus grand nombre, que les Togolais puissent s'intéresser à ces produits-là. Nous devons encourager ces compatriotes qui acceptent d'investir et de faire de la production locale pour que ça puisse être périn et que cet investissement qu'ils ont fait puisse servir à tout le monde. Depuis quelques années, consommer les produits du terroir est au centre des préoccupations. Et pour cause, manger local comporte de nombreux avantages, dont le plaisir du commerce de proximité, permettre aux producteurs de réaliser des économies et de créer de l'emploi. Permettre une production de revues scientifiques de meilleure qualité, c'est l'objectif affiché par les jeunes chercheurs africains dans la perspective de la réalisation des ambitions de développement du continent africain. Armando Canou, chercheur sur les questions de protection des aires protégées, veut contribuer à leur préservation grâce à des articles pointus. Séverin Douke, Amal Bouarba. Bien que l'Afrique représente 18% de la population mondiale, elle ne produit que 1 à 2% des résultats mondiaux en matière de recherche et d'innovation. Pourtant, le continent ambitionne d'améliorer son développement grâce à la science, conformément aux aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour améliorer ces chiffres et atteindre les objectifs de développement, les jeunes chercheurs se tournent de plus en plus vers des formations adaptées. C'est le cas de Amondo, chercheur sur des problématiques de protection de la biodiversité. Il suit, aux côtés d'autres jeunes chercheurs, une formation à la maîtrise de la rédaction scientifique. Dans le sens de la conservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, il est important pour nous, les jeunes chercheurs, de communiquer suffisamment par rapport à nos idées, communiquer également sur les résultats de notre recherche. Et surtout pour un souci de crédibilité scientifique, il est important de renforcer ses compétences et communiquer à travers des canons de rédaction scientifique. Et c'est aussi l'occasion pour nous, jeunes chercheurs, de nous approprier les outils méthodologiques pour la recherche scientifique. Initié par le programme Recherche appliquée en écologie et en sciences sociales, en appui à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, l'objectif de cette activité est d'outiller les chercheurs travaillant sur les questions liées aux forêts d'Afrique centrale à publier des revues scientifiques et à savoir utiliser les formats de publication intéressants pour les utilisateurs de la recherche. Le but en général, c'est de permettre aux jeunes chercheurs qui travaillent sur les questions forestières et environnementales de publier dans des revues scientifiques de renom et de publier dans des revues qui ont un facteur d'impact élevé. Nous essayons de laisser le scientifique trouver la solution aux problèmes des populations locales. Par exemple, si on prend un projet sur les peuples Bageli au sud Cameroun qui permet de conserver le bubinga, qui est une espèce forestière très importante dans leur culture, ce projet vise à trouver des solutions concrètes pour que les peuples autochtones puissent vivre en harmonie avec leur environnement. La science est un élément essentiel à la promotion du développement et d'amélioration des conditions de vie des populations. La plupart des problèmes aujourd'hui dépassent les frontières et la science peut aider à y trouver des solutions.
La mise en œuvre de la plateforme de digitalisation totale des services du port autonome de Lomé, le sujet était au cœur d'une séance de formation-sensibilisation destinée aux acteurs portuaires. Ils se sont imprégnés du contenu d'un document qui explique davantage cette plateforme digitalisée, une initiative des premiers responsables du port autonome de Lomé qui permet à ces acteurs chargés des opérations navires et marchandises de mieux cerner les contours de ce projet innovateur aux multiples avantages, notamment le gain en temps, la rapidité des opérations. Bref, cette plateforme permettra une collaboration gagnant-gagnant entre les acteurs portuaires et les opérateurs économiques. Le port autonome de Lomé franchit une nouvelle étape vers l'avenir avec la digitalisation intégrale de ses opérations. Initiée pour simplifier et accélérer les formalités du commerce international, cette plateforme promet de transformer l'efficacité des opérations portuaires. Cette avancée renforce la sécurité et confirme l'engagement du port à maintenir son leadership régional malgré une concurrence accrue. Tout ce qui se faisait manuellement doit être fait maintenant digitalement. Et quand le navire arrive avec des marchandises qui sont débarquées, il faut les enlever. Pour enlever une marchandise, il y a une série de formalités qui font intervenir un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs privés, publics, le port, les ministères. Ça fait beaucoup. On ne peut plus le faire à la main. Il faut passer par la voie digitale. Ça aussi, les instruments sont digitalisés. Tout ça permettra d'aller vite, de sortir vite, au bénéfice de tout le monde. Les participants à cette session de sensibilisation ont salué cette initiative. La digitalisation permettra également de sécuriser davantage les opérations. C'est une très bonne chose. Nous sommes des commissionnaires en douane, ce qui fait que nous sommes de façon transversale sur tout ce qui se fait dès l'arrivée du navire jusqu'à la sortie de la marchandise. Donc nous gagnons tout de ce style-là. La digitalisation totale des services au port autonome de Lomé témoigne de la volonté des autorités portuaires de maintenir la position de leader du port face à une concurrence de plus en plus rude dans la sous-région. Les autorités camerounaises ont procédé dans le premier arrondissement de la ville de Douala à la mise en service du premier centre de transfert sans reprise des déchets d'Afrique centrale. Le centre dispose d'une capacité de 1000 tonnes par jour. Voilà, capitale économique du Cameroun avec ses 5 millions d'habitants sur une superficie de 210 km². Répand son système de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers. Ceci à travers l'inauguration le 25 septembre 2024 d'un centre de transfert sans reprise des déchets à Youpé. Premier du genre en Afrique centrale, le centre qui s'étend sur une superficie de 5000 m² dispose d'une capacité de traitement journalier de 1000 tonnes. Je pense que sur la question finale de ce qu'est le développement, on peut considérer que la ville de Douala devrait servir d'exemple au regard de ce qu'elle est un pôle d'activité économique, puisqu'elle génère beaucoup d'ordures, et que les solutions que l'on propose en ce moment sont de qualité. S'inscrivant dans la stratégie d'assainissement urbain et protection de l'environnement des autorités camerounaises, le centre de transfert sans reprise des déchets de Youpé est doté d'infrastructures intermédiaires de stockage qui réduisent la pollution des déchets et leur présence dans les espaces de vie urbains. Je crois qu'il faudrait également qu'il y ait une campagne de sensibilisation, d'information des populations et des opérateurs de la chaîne du recyclage et des déchets dans la ville de Douala afin que ce projet puisse véritablement porter ses fruits. Le site d'une valeur d'1 milliard de francs CFA fonctionnera également comme une déchetterie où les usagers peuvent venir déposer leurs déchets encombrants. Une plus-value qui devrait permettre de réduire les coûts de transport. Ce centre améliore la qualité de la propriété et réduit aussi les coûts de collecte et de transport. Fonctionnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le centre de transfert sans reprise des déchets de Youpé marque une étape significative de la migration vers un modèle de gestion intégrée des déchets urbains. L'objectif étant de faire de l'ordure une ressource d'avenir pour les villes, selon les spécialistes.
L'artisanat africain se dévoile à travers l'initiative Meet the Artisan, portée par Sandra Idosu. Créativité, écologie et savoir-faire local s'y rencontrent pour sensibiliser et promouvoir une économie durable. Depuis son domicile à Djadjo, dans la commune d'Abomey-Calavi, Tekle Davakon, cordonnière et créatrice, donne vie à des chaussures aussi originales que éco-responsables. De sandales perlées aux créations audacieuses en cuir et jeans recyclés, Tekle réinvente la chaussure tout en sensibilisant à la protection de l'environnement. Je fassionne aussi les chaussures d'hommes en cuir, les chaussures en jeans. C'est une manière pour moi de recycler les jeans déjà utilisés, dans les pantalons en jean, les habits en jean déjà utilisés pour lutter contre la pollution de l'environnement. Forte d'un parcours unique, Tekle Davakon s'illustre comme l'une des figures de proue de l'initiative Meet the Artisan, lancée par Sandra Idosu pour valoriser les talents locaux. À travers le Meet the Artisan, Sandra Idosu, promotrice de couleurs d'Afrique, invite le public à redécouvrir chaque mois l'artisanat africain en mettant en lumière des artistes et créateurs talentueux tout en soutenant l'économie créative et responsable. Les artisans qui nous contactent, ils sont nombreux. J'aimerais vraiment que tous les mois, ce soit un rendez-vous mensuel où nous découvrons à chaque fois de nouveaux artisans. Cette mini-exposition met aussi en avant divers artisans comme Massara Duprier, créatrice de mode et promotrice de la marque 18 Montagnes, qui intègre des parures traditionnelles dans ses créations, et Adamou Yimourana, artisan forgeron du nord-ouest du Bénin, qui façonne des objets décoratifs en aluminium. J'orne mes sacs de poids à Caen, j'en fais des sacs entiers ou même avec des coris. Et donc vraiment la particularité, c'est de travailler avec des parures et d'en faire des sacs à main, avec du cuir également. Nos parents faisaient la forge, on fait les roues, tout ça. Nous, au fur et à mesure, on a pensé à travailler sur l'aluminium pour fabriquer les cuillères, les oiseaux et les cannes aussi pour les rois. On fait ça et d'autres choses avec l'aluminium. L'artisanat, pilier de l'économie africaine, représente une source de revenus importante et contribue à préserver les traditions. Rappelons que l'artisanat, troisième source de devises dans l'industrie touristique mondiale, contribue entre 20 et 35% au produit intérieur brut des économies africaines. À travers son roman Vaillante, paru aux éditions Plume d'Afrique, l'écrivaine Mélanie Nérolel rend hommage à la persévérance des femmes et à leur capacité à se réinventer face aux défis sociaux. Dans son ouvrage, elle aborde des questions sociales telles que la persévérance en milieu conjugal, la violence et le combat des femmes modestes pour leur autonomisation socio-économique. À travers des récits inspirés du quotidien des femmes autour d'elle, l'écrivaine appelle aussi à la scolarisation des filles et l'autonomisation des femmes africaines. Mahamat Ramadan, Walid Yousfi. Bien plus qu'un simple récit, le roman Vaillante de l'écrivaine Mélanie Nérolel est une immersion profonde dans la vie des femmes tchadiennes. À travers cet ouvrage, l'auteur décrit la résilience des femmes face aux phénomènes sociaux comme le mariage précoce et les inégalités socio-économiques. Pour l'écrivaine, le roman est un hommage à la persévérance des femmes et à leur capacité de se réinventer dans une société traditionnellement patriarcale. Vaillante retrace le parcours de Déné Djingam, une femme résiliente qui, après avoir surmonté un mariage difficile et les violences conjugales, retrouve sa voie vers l'agriculture et le commerce. Elle devient une figure de changement tout en créant l'association des femmes et inspirant la lutte contre l'injustice et agrée l'autonomie des femmes. Cet ouvrage est un hommage à la persévérance et à la capacité des femmes à se réinventer. Vaillante, cet ouvrage de 153 pages est un roman divisé en 5 chapitres qui aborde des thématiques sociales telles que la persévérance en milieu conjugal, la violence et l'autonomisation socio-économique des femmes modestes. L'auteur compte ainsi mettre les projecteurs sur la vie des femmes tchadiennes qui évoluent dans l'ombre en luttant avec espoir pour leur épanouissement en contribuant modestement au développement du pays. Mon inspiration a été tirée de la force des femmes autour de moi qui, malgré les obstacles, persistent à
à créer des opportunités pour elles-mêmes et pour leur communauté. Ce roman est né du désir de mettre la lumière sur leur courage. À travers des récits inspirés du quotidien des femmes autour d'elle, l'écrivaine Mélanie Nérolel appelle aussi à la scolarisation des filles et à l'autonomisation des femmes africaines, actrices de développement local. Le roman Vaillante est paru aux éditions Plume d'Afrique en juin 2024. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est confronté à un défi environnemental majeur, la prolifération des déchets plastiques. Cette problématique, loin d'être isolée, a des répercussions considérables sur la santé publique, l'économie et les écosystèmes. C'est le sujet du grand format que nous vous proposons ce soir. Le massif du Fouta-Djallon, constitué d'un ensemble de hauts plateaux, situé en Guinée-Conakry. Cette immense réserve de biodiversité couvre environ une superficie de 80 000 km². Ce massif forestier abrite les têtes de source des grands fleuves du Sénégal, du Niger et de la Gambie. Son réseau hydrographique s'étend à 10 pays, abreuvant ainsi une région de près de 300 millions d'habitants. Ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, de sérieuses menaces pèsent sur ce patrimoine et mettent en péril ses ressources naturelles et son écosystème. Face à cette situation alarmante, une mission conjointe conduite par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a effectué une série de visites de terrain dans des localités reculées situées au cœur du massif. Ici où nous sommes, vous voyez, les gens ils continuent de faire ce qu'on appelle la culture sur brûlis. Et donc, ils coupent la biodiversité, ils coupent les arbres, ils coupent les plantes, ils brûlent et ils font de l'agriculture. Alors donc, ce n'est pas l'agriculture durable, ce n'est pas des pratiques durables. On peut voir là même, vous voyez là, déjà l'érosion. Ok, il y a l'érosion qui se passe et tout ça. Et donc, tout ceci dégrade le massif. Alors donc, on a besoin de travailler avec ces communautés. Ces communautés ont réservé un accueil chaleureux à la délégation des Nations Unies, appuyée par l'institution sous-régionale, la CEDEAO, et accompagnée par des autorités guinéennes. Dans ce village de Tolo, situé dans la région naturelle de Mamou, en Moyenne-Guinée, on y dénombre 7 sources. Et pourtant, des milliers d'habitants peinent à trouver le liquide précieux. Ce à cause de l'état de dégradation des têtes de sources. Le paradoxe qui est là, c'est que toutes ces sources-là ne tarissent pas en saison sèche. Seulement le fleuve, la source du Bafing, qui tarit ou bien qui disparaît par moment. Ça aussi, c'est dû au rassemblement, à l'assemblage des feuillages et autres. En tout cas, les effets aussi dévastateurs des hommes. Donc c'est dû à ça. Bon, là, depuis même en hivernage, tu ne peux pas avoir cette eau. Tu ne peux pas avoir cette eau. La problématique est là, tout le monde l'a constaté. Si je prends par exemple l'exemple du fleuve que vous allez visiter tout à l'heure, lorsque moi j'étais jeune, j'ai environ 69 ans, lorsque moi j'étais jeune, je me baignais ici, je plongeais ici, mais actuellement vous pouvez traverser à pied. Tantan, il y a deux villages, le village de Salmayo et de Moron là-bas, de l'autre côté de la rive, en période de crue. Les gens faisaient 3-4 jours sans se rencontrer. Même pour aller chercher le feu, de l'autre côté, c'était impossible, en période de crue, tellement qu'il pleuvait. En ce moment, vraiment, c'était vraiment la fierté. C'était très bon navire. Mais au fil des ans, avec la déforestation, la chasse, le machin, vraiment tout est dégradé. Plus loin, à Oredima, district situé dans la sous-préfecture de Tontoron, dans le nord-ouest de la commune de Labé, même accueil, le même constat et les mêmes difficultés. Les populations sont confrontées à un manque criard d'eau.
Le fleuve Gambie prend sa source ici, mais nous avons d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau, surtout pendant la saison sèche. Pour trouver de l'eau, il faut parcourir 5 à 6 kilomètres, comme ce fut le cas le mois de Ramadan passé. On se déplace avec des bidons de 20 litres. C'est très dur à supporter. Nous voulons vraiment qu'on nous vienne en aide. L'impact de la venue de cette importante délégation, délégation ici en Guinée, est que c'est une sonnette d'alarme. Et nous sommes là, en Guinée, pour faire tout, naturellement, les têtes de source, et faire des reboisements, et aider la communauté à la base, en termes de l'agriculture, élevage, et les sensibiliser, comment se comporter vis-à-vis de la nature, notamment, n'est-ce pas, autour des têtes de source. Il faut faire en sorte que tout le massif soit protégé. Si c'est bien conservé et qu'il n'y a plus de feux de brousse et que les activités humaines qui détruisent la biodiversité sont arrêtées et qu'on fait tout ce qui est pratique qui permet de ne pas boucher les sources pour que tout ce qui vient comme de l'érosion, les feuilles mortes et tout ça soit arrêté et qu'on nettoie un peu la sortie de l'eau, nous pensons qu'on peut restituer au fleuve l'eau qui manque. Et donc il y a du travail à faire. Il y a le travail technique à faire, bien sûr. Il y a le travail d'encadrement au niveau de l'État, du gouvernement, de tous les partenaires et tout ça. Il y a le travail de sensibilisation qui doit toujours continuer pour que les populations puissent être reconverties à d'autres activités. Ces dernières années, la Guinée a perdu plus de 20% de sa forêt. La région du massif du Fouta-Djallon est la zone la plus touchée par cette déforestation. Le couvert forestier du massif ne cesse de se réduire sous l'effet combiné du changement climatique et de l'action anthropique. Malgré toutes les initiatives, les programmes et projets en cours, la problématique de la gestion de l'eau demeure préoccupante dans le massif du Fouta-Djallon. Cette mission conjointe entend renforcer le plaidoyer sur l'importance d'un appui amélioré et adapté à la gestion des ressources naturelles et de l'eau dans le massif du Fouta-Djallon. Ne dit-on pas que l'eau est source de vie? Et c'est d'autant plus vrai que nous avons ici pratiquement tous les fleuves de la sous-région, de la CEDEAO, qui prennent leur source dans le massif de la sous-région, dans le massif du Fouta-Djallon. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une dégradation avancée de ces sources, mettant donc en péril la vie de millions d'habitants. Et il était important que nous nous joignions à cette mission conjointe de la FAO, du PAM et de UNIS pour venir voir l'état de dégradation et surtout faire un plaidoyer pour que tous ensemble nous prenions l'engagement de sauvegarder cette richesse qui est un patrimoine pour l'environnement mais pour la région de l'Afrique de l'Ouest. C'est clair que par rapport au mandat du PAM et au travail du PAM, les questions sur l'eau sont au centre. Et on a des agences sœurs qui ont un leadership là-dessus, qui ont une capacité technique là-dessus, notamment la FAO. Et on est là pour pouvoir travailler ensemble avec les agences sœurs qui existent, la FAO et toutes les autres agences qui peuvent venir, qu'on se mette ensemble pour contribuer à la réhabilitation de ce massif-là. Le PAM, dans le passé, dans cette région, en fait, on a contribué. Si vous voyez beaucoup de programmes de reboisement qui ont été faits, lorsque les pépinières ont été introduites par la FAO, le PAM et la FAO ont travaillé ensemble et le PAM donnait de la nourriture aux gens qui entretenaient les pépinières en complément. Donc, on a une historique de collaboration ensemble entre le PAM, la FAO et d'autres agences des Nations Unies dans cette région, dans le cadre de ce projet-là. Donc, cette mission, pour nous, c'est une opportunité de remettre à jour ces interventions qui ont été faites dans les années 80-90, donc qui datent. Et c'est peut-être une opportunité de les remettre à jour et de voir comment on peut contribuer auprès du gouvernement de Guinée
à réhabiliter ce massif qui est essentiel à la disponibilité de l'eau pour une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de préparer le sommet du futur en septembre aux Nations Unies et je disais au gouvernement, au ministre des Affaires étrangères, au ministre du Plan que la question de l'eau devra être centrale dans le sommet du futur. Il n'y a pas de futur sans eau. Et le message que je capte ici et des populations, c'est la sauvegarde du massif du Fouta Djallon est un impératif, non seulement pour les populations de la région, non seulement pour la Guinée, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest. Moi, je dis que ce qu'on voit ici, c'est un bien public mondial. C'est pourquoi nous allons appuyer la FAO et la CEDEAO pour vraiment mettre en place les investissements nécessaires pour sauvegarder ce patrimoine de l'humanité. À l'issue des visites des têtes de source, les membres de la mission conjointe ont été reçus au palais de la Colombe par le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba. Une occasion pour discuter des mesures urgentes requises pour la préservation du massif. Au sortir de cette audience, il a été procédé au lancement de l'appel du massif du Fouta Djallon. Ce, en vue d'encourager les initiatives coordonnées et conjointes au service des communautés de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Nous, système des Nations Unies, avec le gouvernement guinéen, dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, UNIS, en collaboration avec la CEDEAO et les partenaires au développement, reconnaissant que l'eau est un bien indispensable pour l'homme, la nature qui l'entoure et le développement qu'il aspire à atteindre, guidé par la volonté et la mission d'atteindre les objectifs de développement durable, lançons à la communauté nationale, régionale et internationale le présent appel de l'AB pour la sauvegarde du massif du Fouta Djallon pour une grande coalition de l'eau au Sahel afin de premièrement, alerter l'opinion nationale, régionale et la communauté internationale sur la richesse des services écosystémiques du massif du Fouta Djallon pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et les dangers liés à sa dégradation. Selon les Nations Unies, la demande en eau douce dépassera de 40% l'offre au cours de la prochaine décennie. Une bonne gouvernance passe par une gestion équitable et inclusive des ressources afin de parer aux conflits et pour la réalisation des objectifs de développement durable, non seulement en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, mais aussi plus généralement pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Voilà, c'est avec ce grand format que s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2. Merci à notre script, Radia Chabia et Amina Boukhalfa, notre réalisatrice. Enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. Salam.